C'est dingue la façon dont ça souffle aujourd'hui, grommelle Morgane, le bas du visage emmitouflé dans une épaisse écharpe de laine. Ma grand-mère dit que c'est un temps à décorner les bœufs. Pfff, et en plus il fait un froid de canard. Intriguée, je la contemple un instant avant d'éclater de rire. Bon sang, mais c'est quoi ces expressions de vieux? Tu peux te marrer autant que tu veux, en attendant, il n'est pas normal de se peler pareillement pour un mois de mai. Et dire qu'il parle de réchauffement climatique. T'exagères, c'est le vent qui est frais, pas les températures, la contredis-je tout en soulageant mes épaules du poids de mon sac à dos. Il doit faire un peu plus de 18 degrés, on ne peut pas vraiment dire que ça caille. Le ciel est d'un magnifique bleu et il n'y a aucun nuage à l'horizon. La journée s'annonce absolument radieuse. Le sourire aux lèvres et l'humeur un brin rêveuse, j'admire les scintillements du soleil sur la mer. Nous avons la chance de vivre dans un endroit relativement calme, d'octobre à fin mai. D'ici quelques semaines, ce ne sera plus la même ritournelle puisque notre tranquille petite région de Bretagne va se retrouver envahie par une quantité impressionnante de touristes venus de partout. Chaque année, durant la période estivale, la population du village passe de 3000 âmes à plus de 10 000. Il s'agit là d'une super aubaine pour l'économie locale ainsi que pour les jeunes souhaitant trouver un job d'été. En juin, dès la fin des cours, nous sommes nombreux à être embauchés en tant que serveurs ou plongeurs dans les restaurants. Les hôtes d'accueil, caissiers, magasiniers, guides touristiques ou bien encore animateurs sont également recherchés. C'est ce que nous faisons, Morgane et moi, depuis l'été dernier, animatrice dans le camping situé en dehors de notre village. Nous sommes chargés de surveiller les enfants que des parents avides de liberté nous confient. Nous sommes encadrés par 2 monitrices professionnelles. Ce n'est pas un job ultra contraignant. Et il nous permet de mettre un peu de sous de côté pour nous payer des leçons de conduite, des vêtements. Bref, pour nous sentir un peu plus indépendantes financièrement. Sa situation familiale étant au moins aussi compliquée que la mienne, Morgane et moi répugnions à demander de l'argent de poche. En ce qui me concerne, je vis seule avec ma mère depuis que mon père est décédé des suites d'une longue maladie. Je n'avais à l'époque que 2 ans, si bien que je ne garde pas beaucoup de souvenirs de lui. Ce n'est que plusieurs années après que j'ai appris qu'il ne s'agissait là que d'un mensonge proféré par mon entourage afin de me préserver. Un jour, alors que je cherchais je ne sais plus quel document pour l'école, je suis par hasard tombée sur une lettre manuscrite de Sylvien Blondiot, mon père. À ce moment-là, j'aurais très bien pu aller voir ma mère et lui demander des explications. C'est probablement ce que j'aurais dû faire, mais au lieu de ça, j'ai subtilisé la feuille et l'ai emportée avec moi dans ma chambre. Pour ne pas être importunée, je suis allée me réfugier sous mon lit, bien dissimulée derrière un monceau de peluche et jouets oubliés. Pour moi, à cette époque, c'était le summum de la cachette parfaite et je m'y glissais assez souvent. Bien que du haut de mes 7 ans, je n'ai pas compris l'entièreté des mots utilisés, j'ai toutefois saisi la teneur globale de cette missive. Mon père expliquait à quel point il était désolé pour le mal fait à ma mère, qu'il entendait qu'elle ne puisse jamais lui pardonner, mais qu'il ne pouvait se résoudre à continuer ainsi, qu'il souffrait trop et que cela n'irait pas en s'améliorant, loin de là. Il l'aimait passionnément, mais ne parvenait pas à se résigner à rester parce qu'il savait comment tout allait se terminer. Avant de partir, il s'était arrangé pour que son assurance-vie recouvre une grosse partie de l'emprunt de la maison. Il ne subsistait donc à ma mère qu'une infime somme à verser à la banque afin que le logement soit à elle. Des sanglots me bloquant la respiration, j'étais sortie de ma cachette et avais dévalé le grand escalier aussi vite que mes petites jambes me l'avaient permis. Arrivée au rez-de-chaussée, je m'étais mise à la recherche de ma mère que j'avais trouvée dans le jardin occupée à étendre du linge. Dans un état proche de l'hystérie, j'avais brandi la feuille telle une épée vengeresse en ordonnant que l'on m'explique quelle était la mystérieuse maladie dont souffrait mon père. On m'a toujours certifié accident de la route. Or, j'avais sous les yeux la preuve irréfutable qu'il nous avait quittés. Le premier instant de stupeur passé, ma mère avait bien vite déposé ses épingles et autres t-shirts mouillés dans le panier de linge. Elle s'était lentement accroupie afin de se placer à ma hauteur et m'avait patiemment précisé que toutes les maladies n'étaient pas forcément physiques, qu'il y en avait d'autres, bien plus insidieuses, qui s'attaquaient au mental des gens. Mon père avait souffert d'une dépression très sévère et avait mis fin à ses jours.
Pour continuer à écouter